pris des opérations dans cette course-là. Mais c'est une bonne manœuvre pour Léon. Il met le monde en difficulté, Bernard. For me, Montreal is the hardest race of the year. C'est une côte qui monte en pression. C'est maintenant ou jamais. Oh, Sagan qui va laisser tout le monde dans sa poussière. Les coureurs sont à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Merckx vient de changer son braquet. C'est parti. Et voilà, Eddy Merckx qui maintenant va passer. Eddy Merckx, très fort. Eddy Merckx, le grand champion, encore une fois. Pogacar qui lance ce sprint. Pogacar qui remonte. Pogacar qui est battu. Incroyable. Pogacar s'est assis. Et Pogacar qui s'impose. Incroyable. Alors là, qui l'aurait cru. Décidément, quel diable d'homme ce Pogacar. Ici, à Montréal, d'avoir le Mont-Royal en plein centre de la ville, c'est pas toutes les villes qui ont ça dans le monde. Les grandes villes, c'est unique. Quand on voyage à travers le monde, on se rend compte qu'on est chanceux d'avoir ce parc-là ici et cette montagne-là pour tout genre d'activité. Mais pour un cycliste, le défi au Québec, c'est d'être capable de monter le Mont-Royal rapidement, le plus rapidement possible. Camillien Wood, j'ai fait au moins 200 fois, là, up and down, des circuits du Pro Tour. Fait que, moi, je connais le parcours. Camillien Wood, c'est utilisé par tous les cyclistes à Montréal. Il n'y a pas vraiment d'autres places qu'on peut faire des intervalles ou qu'on peut bien s'entraîner sans avoir des lumières ou sans devoir sortir de l'île. Fait que, c'est super, super important, c'est super utilisé. C'est sûr que d'avoir un circuit en centre-ville, ça permet à la population et aux cyclistes de pouvoir emprunter ces routes-là tout au long de l'année, tout l'été. La ville de Montréal, avec maintenant les cycloviens qui, depuis quelques années, redonnent le Camillien Wood et redonnent le Mont-Royal aux cyclistes le dimanche matin, l'été. C'est aussi le moyen de s'éprouver, le moyen de se comparer aux champions qui sont là juste une journée dans l'année. Il y a comme tout un écosystème qui coexiste et qui gravite autour de la montagne, je trouve. Il y a comme un côté le fun aussi de se dire, regarde, on peut rouler dans le milieu de la rue pour la première fois de notre semaine sans nécessairement se faire engueuler par des automobilistes. Je peux aller faire le nombre de montées que je veux sur Camillien Wood, juste me pincer en début de journée, puis après aller bruncher, prendre un bon café, puis prendre ça relax pour le reste du week-end. Ouais, puis toi, tu dis aller te pincer, mais d'habitude, en semaine, on voit pas d'enfants sur Camillien Wood. Mais le dimanche matin, les familles, ils viennent chez La Journée Parfaite parce qu'en semaine, avec les autos, tu peux pas vraiment te permettre d'amener un enfant ici. C'est trop dangereux. Il y a trop de circulation. En voiture, on emprunte le côté est ou la route similaire qui grimpe de l'autre côté. La montée est longue. La montée du Mont-Royal est occupée par un tramway. Il y a un tramway à Montréal pendant très longtemps, donc des années 30 jusqu'à la fermeture du tramway, littéralement en 1958. C'est une montée qui est réservée au tramway. Et en 1958, c'est la mort de Camillien Wood, puis on va nommer en son honneur cette montée-là. En 1958, dès qu'on va retirer le tramway de la montée, on va asphalter le passage et les cyclistes vont s'emparer de ce passage-là comme étant une voie privilégiée. Évidemment, autour, à Montréal, c'est plutôt plat. C'est la grande montée, si on veut un peu durcir son mollet, c'est là que ça se passe. Et on va très tôt en faire un parcours d'exception. Et on va utiliser ce parcours, qui est le célèbre parcours du Mont-Royal, pour organiser la course des courses, la course qui distingue le grand champion de tous les champions, celui qui pourra porter à la fin de l'épreuve le maillot dit arc-en-ciel, le maillot de toutes les couleurs, le grand maillot de champion du monde. Pourquoi des championnats du monde en 1974? Parce que 2 ans plus tard, c'est les Olympiques qui sont prévus. Alors, il y a là une occasion en or qui est absolument inusitée où on peut jouer sur le fait que, écoutez, ça va être le même parcours que les Olympiques. Vous avez l'occasion de montrer au monde entier ce que sera 2 ans avant le parcours olympique, qui est un événement assez extraordinaire.
74, les championnats du monde arrivent. Et bon, moi, j'achetais tous les miroirs du cycliste. Déjà en 73, j'étais abonné à ça. On connaissait des Merckx, le Tour de France. Et là, les coureurs venaient à Montréal. Alors, pour un jeune, de pouvoir voir les championnats, tu réalises quelque chose. Là. Tu les vois en vrai, les coureurs. C'est pas comme la télévision ou aller sur la course, c'est très différent. Alors, voici encore un aperçu du circuit routier du Mont-Royal, qui est l'un des plus beaux maintenant au monde, et je pense qu'on peut s'en enorgueillir. Oh, je me souviens que d'abord, ils avaient dit que le parcours était pour des sprinters, et le Mont-Royal était autre chose que pour des sprinters, et je crois que c'était une course très dure, où il y avait une longue échappée de Thévenet. Ça a mis du temps, parce que l'échappée, il y a Thévenet qui était devant et qui ne faiblissait pas. Et là, ça me semble beaucoup plus dur que tantôt. Et puis, dans le dernier tour, au moment où on a rejoint Thévenet, bien sûr, à ce moment-là, j'ai cru dans mes chances pour devenir champion du monde pour la 3e fois. On est rendu. C'est le sprint avec Poulidor, bien sûr. J'étais plus rapide que Raymond Poulidor, et pour moi, j'avais pas su lâcher sur le Mont-Royal, et puis avec lui à l'arrivée, ça c'est vraiment un souvenir exceptionnel. Je me rappelle aussi la voiture sans carrosserie qui était à côté de nous, c'était très spécial. Et encore vers Poulidor, l'éternel second, et un merveilleux second, il faut bien le dire aujourd'hui. Alors que l'on voit la course derrière eux, c'est Broglio. Non, c'est Martinez. C'est le Français Martinez qui finit 3e. C'est la première fois que je faisais une course hors de l'Europe. C'est ouvrir le cyclisme européen, je dirais, à un cyclisme international. Donc, il y avait bien sûr des courses en Australie, mais le plus souvent, c'est des Australiens. Mais ici, c'était quand même les meilleurs Européens qui venaient au Canada, quoi. Et a terminé premier en 69-70. Le fait que les championnats du monde de 1974 soient attribués, ça va entraîner beaucoup plus qu'un rapport au vélo qui relève de la compétition. Des chroniqueurs, par exemple, comme Pierre Foglia, commencent à s'intéresser au vélo en disant « Voyons, il y a quelque chose d'intéressant. C'est vraiment le moyen de déplacement le plus économique, avec un coup de pédale, avec quelques dépenses énergétiques. Vous roulez plus facilement que n'importe quel autre moyen de transport. Ça fait voir du pays. » C'est l'âge d'or un peu du développement du vélo. Il y a des vélos à bon marché qui sont obtenus un peu partout. On découvre les fameux 10 vitesses. Tout le monde veut avoir un 10 vitesses. Alors, c'est le début de la démocratisation du vélo pour tous, puis de l'idée qu'on pourrait peut-être même avoir des pistes cyclables pour rouler. Là, ça pourrait être intéressant. C'est sûr que ça a changé le paysage, le rapport au vélo. Et c'est à ce moment-là aussi que le Québec va devenir un des centres importants en Amérique pour le vélo. Au championnat du monde en 1974, ça a inspiré un nouveau groupe de jeunes coureurs. Moi-même, Hugo Garneau, aussi, il y avait un réseau de courses au Québec qui s'est beaucoup développé. C'était pas comme ça avant. C'est toutes les années 70 que ça s'est tout commencé à se développer avec les championnats du monde et les Olympiques ensuite. Au début des années 80, le cyclisme est en ascension. En 1984, Steve Bauer termine 2e aux Jeux olympiques derrière Alexis Greywall, devient professionnel, devient une sorte de gloire au Canada parce que c'est le premier cycliste qui va porter le maillot jaune de leader au Tour de France pendant quelques jours. Et lorsque les grands prix cyclistes sont de nouveau organisés, c'est Steve Bauer qui emporte la course. On ne peut pas espérer mieux comme scénario. C'est la vedette locale. Pour moi, les premiers souvenirs des Grands Prix cyclistes des Amériques, donc surtout celui de 88 que Steve Bauer gagne, pour moi, ce qui est resté comme image, j'avais 17 ans à l'époque, c'était la foule. Je ne m'attendais pas que pour ce sport-là, il y aurait eu une foule aussi grande que ce serait déplacée. J'ai jamais fait un sport où il y avait une billetterie. Je suis pas un industriel. Tout était gratuit. Donc, en 88 jusqu'à 92, l'idée de Serge, mon père, qui était quand même fabuleuse, mais qui était quand même un wild shot, comme on disait, c'était vraiment l'organisateur passionné qui a réussi à rassembler quelques directeurs sportifs. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à avoir les meilleures équipes au monde en 88.
Donc déjà là, ils ont vu le potentiel du circuit, de la qualité technique du circuit pour tenir des courses de cette envergure-là. Nous sommes le 6 octobre 1991, c'est la 4e édition du Grand Prix des Amériques, 6e épreuve de la Coupe du Monde. X années plus tard, donc en 2008, quand on commence à regarder l'idée d'emmener des courses cyclistes professionnelles, on se dit on avait déjà le meilleur circuit. Et le Belge de la formation... On peut pas faire juste un Grand Prix. C'est trop cher et le peloton viendra pas pour une seule course. Il me fallait également le logo des courses World Tour, qui est l'équivalent de la Formule 1 en cyclisme. Donc là, en faisant les Grands Prix de Québec et Montréal, c'était extraordinaire de voir deux villes qui étaient toujours, comprends-tu, des adversaires dans tout. Et là, ils deviennent des partenaires. 1, c'est parti pour le deuxième Grand Prix cycliste de Montréal. 2, 1, et c'est parti pour ce Grand Prix cycliste. Mes premiers souvenirs du Mont-Royal, je pense que la première fois que j'ai dû le monter, c'était sur ma première édition des Grands Prix cyclistes. Première fois que j'ai fait ça, je viens pas de Montréal, donc j'ai pas grandi autour du Mont-Royal, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Puis ouais, la première fois que je les ai fait, je me suis frotté contre les meilleurs en tant qu'amateur, contre les meilleurs cyclistes du monde sur les Grands Prix cyclistes. Donc pour une première fois, c'était quand même assez ardu. Dans une minute, one minute. Ce sont les fusiliers du Mont-Royal qui vont donner le départ. C'est un mélange de stress, de rêve, d'excitation, d'appréhension. Les cyclistes qui sont prêts. Puis d'être là sur une ligne de départ avec les coureurs que tu regardes à la télé depuis des années, puis d'avoir cette opportunité-là d'être au départ d'une course comme ça, c'est comme un mélange de plein d'émotions. Alors Antoine Duchesne, ici au centre, qui vient d'être choisi pour l'équipe canadienne lors des championnats du monde chez les U23. Là, t'as un numéro dans le dos, faut pas que tu te laisses impressionner, t'es là pour courir aussi, faut que tu prennes ta place, mais tu sais qu'autour de toi, c'est le vainqueur du Tour de France. C'est difficile de ne pas avoir les grands yeux face à tout ça. La foule de Montréal qui aura une chance encore une fois de voir un peloton fort relevé et probablement le meilleur, comme disait M. Arsenault, depuis 1974 dans des championnats du monde qui ont été disputés sur ce même parcours ici sur le Mont-Royal. D'avoir accès à cette course-là dès mon jeune âge, grâce au Grand Prix cycliste, grâce au fait qu'on est capable à Montréal d'avoir un parcours difficile, là, d'avoir une équipe nationale qui est invitée puis qui a toujours favorisé les jeunes, ça m'a permis à 19 ans de pouvoir faire les Grands Prix cyclistes. Le Mont-Royal ne m'a pas permis de m'entraîner à tous les jours dessus, mais grâce au Mont-Royal, ça m'a permis d'avoir les courses, d'être au départ des courses grâce à l'organisation des Grands Prix, puis de passer professionnel, puis d'en faire une carrière pendant 10 ans. On approche de la flamme rouge! Ah oui, 1 kilomètre à faire à peine! Oh, quel finale de la game! Le sprint est lancé. Oui, comme un souvenir de la première course à Montréal. C'était certainement le moment où j'étais capable de suivre les meilleurs coureurs. J'ai terminé dans la première groupe. Le meilleur Canadien de l'édition 2014. Ouais. C'est Mike Woods. Je me souviens que j'étais si fier de moi-même. Et ça, c'est où on a vraiment su que je suis capable d'être dans le World Tour. Que le Camillien Wood, c'est peut-être une côte de 3e catégorie et demie, si on veut, entre 3 et 4. Mais quand on est rendu au 16e tour, ça devient peut-être en première catégorie. On a privilégié de durcir la course et d'augmenter le nombre de tours. Et ça, c'est terrible. Il n'y a pas de récupération. I expect this time up the Camillien Wood to be very fast. There's Hugo Hull doing a great job bringing François Parisien. This is great to see Spider Tech, the Pro Conti team from Canada, dictating some serious tactics at the end of a very difficult race. Ma première expérience, ça a dû être avec les Grands Prix cyclistes, si je me rappelle bien. Première course, brutale, parce que le départ part extrêmement rapide. Définitivement, c'est pas cette journée-là que j'ai pu apprécier les vues du Mont-Royal. Ouais, c'est très exigeant. C'est une des courses les plus dures de l'année pour nous dans le peloton professionnel, avec plus de 4000 mètres de dénivelé. C'est comparable aux plus grosses étapes de montagne au Tour de France. On prête un peu la montagne aux pros en certaines sortes, sans nécessairement trop le prendre sur nous autres, mais à la quantité de temps que tout le monde passe sur la montagne, c'est quand même le fun de dire, regarde, on passe le flambeau le temps d'une journée, avoir un bon spectacle.
On le voit chaque année, le samedi, de plus en plus de fans qui attendent, qui sont prêts, qui sont là avec leur vélo. Là, les coureurs, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est d'aller rouler. Donc, les vélos sont déjà prêts et puis ils partent. Et les clubs, les aficionados, je dirais, sont prêts, les suivent. Puis les gars jouent le jeu. Généralement, ils restent avec eux quelques minutes, quelques kilomètres, jusqu'au moment où ils disent « Bon, allez ». Et quand ils décident. Il n'y a pas grand monde qui peut les suivre. Dans le cyclisme, comme dans plusieurs autres sports, si tu veux un grand champion, ça te prend une compétition du plus haut niveau. Le circuit du Mont-Royal, c'est un des circuits de course World Tour d'une journée les plus difficiles au monde. Tu as Liège, qui est dur, et tu as la Flandre. C'est un peu au milieu de deux courses, je pense. Montréal, c'est très dur, c'est 2 km, c'est 8%. Ça roule vite, c'est au-dessus de votre limite. Et ça, c'est très spécifique, je pense, à Montréal. Dans le cyclisme, dans le Training Peak, c'est le plus haut de l'année parce que tout le code là-bas, toujours vraiment au-dessus de votre effort. C'est une course qui est pas facile. Il y a des changements de pente dans la côte, c'est qu'il y a aussi un changement de rythme qui est difficile. C'est une côte qui monte en pression. Que le replat au milieu, on dirait que tu te retrouves ton rythme, puis après ça, quand tu prends le grand virage au milieu de la côte, c'est là que c'est de plus en plus raide, puis la finale il y a comme une accélération qui se fait, puis c'est comme vraiment étouffant quand tu arrives sur le sommet. Ça tourne à droite entre les falaises de roche à la fin, mais on voit pas vraiment la fin. La fin est pas si raide, mais on dirait qu'avant la bascule, elle est longue. Les derniers 300 mètres, quand tu vires au sommet, tu tombes dans le roc, la route se rétrécit. Tu sens un peu cette intensité-là. Tout d'un coup, il n'y a plus de public. Arthur Vichot est là, on retrouve les mêmes qu'à Québec. Il y a l'accélération qui se fait pour la bascule. C'est qu'il y a vraiment comme tu rentres dans un tunnel. Ça monte, la tension monte, ça roule vite. Ça continue, mais l'effort est différent parce que l'inclinaison diminue. Donc, si tu as attaqué dans ta montée, il faut que tu gardes ton effort, il faut que tu passes par-dessus, puis il faut continuer ton effort dans la descente. Le plus dur, c'est un peu juste devant le sommet. C'est très raide. Le vrai grimpeur, il fait là l'attaque. Ça tue les jambes, ça tue le cardio. C'est ça qui vient chercher à la longue. Je sens tellement que ça vous ferait plaisir, Karine. Le parcours du Mont-Royal, ça inclut une bosse plus longue, qui est le Camillien Hood. Mais après ça, la côte de la Polytechnique, c'est vraiment pas à négliger. 2 minutes all out, puis après ça, il faut être bien positionné sur le dessus parce qu'il y a une descente pas mal pentue puis avec des virages. Il faut pas que tu sois en arrière du peloton. Non, Polytechnique, ce n'est pas facile aussi. Après plusieurs montées, après de faire Camillien Hood, c'est dur aussi. Honnêtement, la montée après sur Polytechnique, ça c'est la mûre. Si tu es capable de passer là, c'est certain que tu peux jouer pour la victoire. Et Ryder qui part et qui dépasse! Qui passe! Est-ce que ce sera l'année où Ryder sera consacré à When you descend off the university climb, when you turn right on the main road, that's a hard part, a hard sprint of the year, one of the hardest. Elastic bands, and if you are too far back, you pay the price there. La relance après la descente de la Polytechnique sur Édouard-Montpetit, on passe de 30 km/h à 60 à chaque tour. Au début des Grands Prix cyclistes, on faisait tout le chemin Côte-Sainte-Catherine en descente. Ça nous permettait de récupérer, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, on remonte dans le quartier avec une autre bosse super abrupte. Sur l'avenue Pagnuelo, elle aussi a l'air de rien, mais c'est une relance incroyable. C'est tellement élevé maintenant la qualité du peloton que Côte-Sainte-Catherine est trop long. Il faut briser le rythme, avoir un autre coup de cul quelque part. Excusez l'expression, mais c'est l'expression cycliste. Celle-là, c'est ma pire montée. J'aimais mieux lancer le circuit, c'était plus facile pour moi. Les coureurs ont dit, là, t'en as fait une belle. Final kilometer then. Tadej Pogacar, Wout van Aert. Parc est terrible en montée. Lorsqu'on finit de descendre et tout de suite ça repart, c'est une course d'élimination. Les 500-600 derniers mètres sur Parc sont interminables.
C'est un sprint qui se finit à l'arracher en lactique total. C'est un parcours d'homme fort. Ça, c'est certainement un effort qui était très bien pour moi. Et ouais, j'étais vraiment très content pour être premier dans cette course. Quand tu es costaud, c'est une course qui est plaisante à faire parce que tu peux vraiment faire la différence. Si tu n'es pas dans une bonne journée, à la fin, tu as hâte que ça finisse. Moi, j'aimais les courses en circuit parce qu'il y avait une stratégie de quand on doit faire l'effort, quand on doit se reposer. Et tactiquement, c'est ce que j'aimais du sport cycliste, c'est le côté tactique, pas juste la force brute. C'est un sport de stratégie collectif où le rapport à l'équipe, à l'économie de soi, à la capacité de lire la course, de lire l'événement, d'être capable de prendre la bonne décision, de porter l'attaque au moment décisif et joue pour tout. Alors, il y a une forme de stratégie qui ne tient pas juste aux capacités des jambes ou aux capacités du corps ou aux capacités pulmonaires. Il y a un mélange heureux qui fait de ce sport-là quelque chose entre la Formule 1, si on veut, puis le marathon. C'est ce qui le rend aussi excitant, probablement. Et aujourd'hui, avec des vitesses qui sont jamais vues, notamment à cause de progrès mécaniques qui sont très, très importants, puis d'entraînement aussi qui ont porté les corps à des niveaux jamais vus jusqu'à aujourd'hui. Bon an, mal an, pluie, canicule, on va chercher à peu près le Grand Prix de Montréal, pas loin de 130 000 spectateurs. Chaque fois qu'on débarque en septembre, on voit de plus en plus de gens, toutes les générations, les jeunes garçons, les jeunes filles, les grands-parents, etc., qui se massent tout au long de notre stade, qui fait à peu près 12 km autour du Mont-Royal. Et on voit, à quelque part, comment les gens comment je veux dire, ils se sont appropriés un peu cet événement-là. C'est rendu leur événement, c'est un incontournable. Oui, c'est rendu un événement sportif qui est enraciné, je dirais, après la Formule 1 puis le tennis, c'est le plus important à Montréal. Ben là, avec un circuit en centre-ville, il y a juste à sortir de la maison et de s'installer sur le trottoir pour voir passer 17 fois, 18 fois les coureurs dans la journée. La course vient à la rencontre des Montréalais, des Montréalaises, à la rencontre du public. Bien, nous, on vient à chaque année au Grand Prix cycliste. Souvent, on est un groupe d'amis. On s'en va dans le top d'une montée. Qu'est-ce qui est le fun à Montréal, c'est que tu peux le marcher au complet, le parcours. Il y a une grosse ambiance en haut de Polytechnique. Je prends Pagnuelo, par exemple. Maintenant, l'événement, même à cet endroit-là du circuit, il est attendu parce que, c'est ça, les gens invitent, font la fête chez eux. Dépendamment de quelle montée où tu te trouves, il y a une énergie différente. They don't often do these circuit races. C'est l'avantage d'un circuit urbain, c'est qu'on peut se déplacer, aller faire un premier passage dans Camille-Yaoud ou au Belvédère. Ensuite de ça, traverser le parc du Mont-Royal, on se retrouve sur Édouard-Montpetit. On les voit passer à un moment donné où on penserait qu'ils se reposent, mais absolument pas. Édouard-Montpetit, c'est un faux plat montant au bout d'une dizaine ou d'une douzaine de tours, les coureurs commencent à ressentir. Ouais. Et ensuite de revenir vers le parc Jeanne-Mance pour la fin de la journée, voir les 2 derniers tours, les 3 derniers tours. De voir les coureurs descendre à 80 km/h, c'est impressionnant de les voir virer. Puis après ça, je pense de revenir dans les derniers tours, dans le Mont-Royal, pour voir peut-être l'attaque décisive. But a rainbow alert in Montreal. Pogacar, off he goes. He's not just looking at Montreal here, but this is a statement to the world ahead of the World Championships. Ce qui est intéressant avec le sport cycliste, c'est la proximité des coureurs et du public que tu peux aller chercher, qui est très difficile à aller chercher avec d'autres sports. Ça, c'est un gros avantage du vélo. Il n'y a pas un coureur au monde qui ne connaisse pas Montréal. Il n'y en a pas un qui ne respecte pas Montréal. Les grands comme Pogacar, ici, sont tous ici. Et ils gagnent ce Grand Prix. Pourquoi? La valeur. Dans un parcours difficile, ça se vole pas. Tu peux pas avoir de la chance. Et que le plus fort va le gagner, plus fort et plus intelligent. Quand c'est des grands champions qui gagnent, ça veut dire beaucoup, je pense, sur la valeur et la notoriété du parcours. Le parcours est un parcours sélectif, c'est un parcours important, mais il a aussi établi
une tradition. Il y a là quelque chose de mythique désormais dans le parcours du Mont-Royal. Il y a une tradition qui a été installée à Montréal et qui est importante. Et ça participe du sport de façon générale, mais c'est d'autant plus vrai pour le vélo, où l'idée d'une continuité, où on est sur un parcours qui a quelque chose de mythique, compte. Alors, si vous êtes sur le même parcours où Eddy Merckx est devenu champion du monde, ça vaut plus que si vous vous retrouvez n'importe où, à Pitawawa ou je ne sais où, pour une compétition qui serait peut-être de même envergure, mais qui n'aurait pas ce prestige naturel qui est incarné dans les lieux. Donc, il y a une mythologie cycliste qui est importante. C'est la même chose au hockey, dans le fond. Si vous êtes avec les Canadiens de Montréal, même si vous gagnez jamais la Coupe Stanley, il y a quelque chose d'extraordinaire à appartenir à une équipe légendaire. Il y a bien des chances que si on vous demande d'aller voir un match de hockey, vous allez choisir le Canadien parce qu'il y a quelque chose de mythique, peu importe ce qui va arriver comme résultat. Et si on est en Amérique du Nord et que vous voulez participer à une course ou voir une course de vélo de première importance, il y a des fortes chances que ce soit à Montréal que vous vous dirigiez. Bueno, siempre es bueno, ¿no? Ver a antiguos colegas, compañeros. Al final, cuando yo corría, él ya también corría en carreras y coincidimos en alguna carrera. Y a ver, si estoy aquí en Montreal, tenía que rodar con Hugo sí o sí. Y bueno, qué mejor embajador que él. Sí. Lo he visto nada más llegar a hacer el reconocimiento del circuito. He visto un ciclista en un edificio, digo que es un ciclista en edificio, y he recordado que era la victoria en el Tour de Francia, digo Hull. Moi, j'adore que c'est de plus en plus populaire, puis il y a de plus en plus de personnes qui font du vélo, puis ça inspire aussi. Et les jeunes, ils voient les cyclistes qui voient la télévision dans leur rue à Montréal, ça l'inspire, ça donne le goût de bouger l'été puis de continuer à avancer et rouler. Je pense qu'il y a aussi un volet social, un peu là-dedans, dans le sens où le but, c'est juste de rassembler du monde autour d'un événement qui nous marque puis qui nous parle. Ça fait 2 ans que je suis revenu au Québec, puis je trouve la popularité du vélo, le vélo est rendu cool. Quand j'ai commencé, je me faisais écœurer que j'étais anti-lycra serré, puis je me rasais les jambes. Ça n'existe plus, ça, je pense. Ce qui est beau dans la culture, je pense que beaucoup essaient d'instaurer. Il y a de plus en plus de social clubs de vélo, que ça va rider le Mont-Royal, puis ça va prendre une bière après. Je trouve que c'est une belle culture. C'est à l'image des Montréalais. This is the red Canada, and we must have the blue of the Quebec on it. Quand j'ai appris qu'elle allait avoir les championnats du monde en 2026 à Montréal, j'étais sur le coup très surpris parce que c'est difficile d'obtenir un championnat du monde. Et après, d'un point de vue personnel, j'étais très heureux à ce point-ci dans ma carrière d'avoir la chance de vivre un championnat du monde à la maison. Moi, ça va être ma première course internationale au Canada même. Fait que, tu sais, j'ai super hâte. J'ai vu bon nombre de Grands Prix Québec-Montréal. Quand Montréal a eu l'opportunité de faire les championnats du monde, j'ai pensé, wow, ça c'est vraiment une opportunité. À ce moment-là, j'ai pensé c'est impossible que je vais le faire. Je suis certain que je vais faire ma retraite. Mais ça a toujours resté dans ma tête et oui, maintenant, j'ai le vouloir de le faire. Depuis 2010, quand on a refait le nouveau parcours,
d'emblée, on a constaté que c'était déjà un parcours de championnat du monde. On le voyait avec les coureurs, ils nous le disaient. C'est un parcours excessivement exigeant, sans répit. Donc pour nous, quand est arrivée l'idée de faire les championnats du monde, le parcours, on l'avait déjà. Donc il restait juste à modifier quelques petits détails. Mais au niveau sportif, on avait déjà un champion, si je peux dire. World Championships is a different race to any other one-day race. It will change everything in your career. It's a huge achievement, and every rider wishes for it. Yeah, the World Championships are just, higher stakes. There's more on the line. Everyone wants to be able to wear the rainbow jersey at some point in their career. It's, the pinnacle of road cycling. Some nations have stronger teams than the others, so it's a really tricky one, but it's always also parcours is always in the laps in one city where they host it, and it's a fun race actually. I've raced Montreal here in a normal race. I can't imagine how amazing it's going to be as a World Championship. So, if I'm selected and I'm there, I'm sure it's going to be an amazing experience. For sure, it will be one of the hardest event on the cycling because if you see the one-day races, it is hard, but if you see the profile, it's the hardest one, almost. C'est certain, le maillot arc-en-ciel, c'est un maillot mythique. Tout bon coureur désire gagner le championnat du monde et porter le maillot durant une année. Un des éléments qui est unique et qui différencie les Grands Prix cyclistes des championnats du monde, c'est qu'on a un contingent de participants hommes-femmes. Donc, on a 50% des participantes qui sont des femmes, puis on a en plus les juniors. Mais pour les femmes, c'est tellement important. Vous savez, on a eu le privilège à Montréal d'avoir des compétitions de haut niveau à la fin des années 90 avec les combats de Geneviève Janson, de Lynn Bessette. 112 cyclistes prennent le départ pour la course. On a été longtemps à avoir une course internationale pour les femmes sur le Mont-Royal de 98 à 2009 avec la Coupe du monde. Donc, des athlètes comme Lynn Bessette, Clara Hughes, Caroline Canuel, Joëlle Numainville, des athlètes qui sont allés aux Jeux olympiques par la suite. Course cruciale puisque les cyclistes ont une dernière chance de marquer des points pour l'obtention de leur billet pour Pékin. La Coupe du monde féminine à Montréal a eu un hyper gros impact, je crois, sur le développement du cyclisme au Québec. Ça l'a aidé à développer beaucoup de cyclistes féminines, peut-être même pas au niveau compétitif, mais pour leur donner un modèle d'athlète. Emma Pourru ne sera jamais inquiétée. Là, de revoir enfin le peloton féminin et qui est encore plus fort aujourd'hui qu'il l'était avant. Magdeleine Vallière-Mille visait un top 10 lors des championnats du monde à Kigali ce samedi. Elle a finalement remporté la course et peine toujours à y croire. C'est quelque chose d'extraordinaire que de voir quelqu'un là qui a roulé sur les mêmes routes de gravier où moi j'ai grandi, où j'ai roulé. Tu te dis, là, c'est la championne du monde et c'est elle qui va défendre son titre à Montréal en 2026. C'est extraordinaire. On peut pas imaginer quelque chose de plus spectaculaire comme programme. C'est inattendu. Jamais une femme canadienne n'avait atteint ce niveau-là avant Magdeleine Vallière. Prodigieux. Pour les championnats du monde cette année, on a la championne du monde défendante en titre québécoise, Magdeleine Vallière, qui est là sur un parcours qui convient, qui va essayer puis qui peut. C'est vraiment possible. On va la voir jouer la victoire. Là. Moi, ça va être la première fois que je vois les femmes à Montréal rouler. Les gars, on les voit chaque année en septembre. Je pense qu'ils ont leur moment de gloire. J'espère regrouper le plus de filles et de gars possible pour venir encourager. Là. Ça va être tellement cool. J'ai vraiment, vraiment hâte. L'évolution du cyclisme féminin, c'est sûr qu'on en parle beaucoup. Hein? C'est vraiment dans les médias tout le temps, presque. Et ça évolue vraiment, vraiment beaucoup. Puis je trouve que c'est dommage des fois, quand on dit « mais c'est pas encore rendu au niveau des hommes ». C'est pas encore rendu au niveau des hommes, mais on a tellement fait un gros chemin que il faut vraiment apprécier ça aussi. Puis on peut pas juste tout demander d'une shot. La championne en 1974, c'est une Française, Geneviève Gambillon, qui est une cycliste d'exception, absolument remarquable, mais elle est ici par ses propres moyens complètement. Elle est infirmière, elle travaille 6 jours sur 7
elles s'entraînent en plus, participent à des compétitions, alors que les hommes sont logés à l'hôtel. Les femmes, elles, sont logées dans une espèce de résidence étudiante où elles doivent monter à pied. Elles n'ont pas de support d'aucune façon. Pour moi, c'est quelque chose qui est très loin, mais d'un autre côté, le souvenir d'avoir gagné ce championnat reste entier, disons, et présent. Moi, je regarde un super souvenir. C'est comme si je l'entendais encore dans les oreilles. Avec tant de spectateurs qui nous encourageaient, c'était une ambiance extraordinaire. C'est quelque chose qui reste gravé et qui vous porte en fin de compte, même s'il y avait la montée, etc. Un petit peu handicapé en plus, moi. Et vraiment, ça a été un championnat magnifique. L'arrivée à Montréal, on est sur une planète un petit peu. Et on prend en conscience une fois la ligne franchie seulement. C'est comme un soulagement. Et puis, celle-ci, le podium. Ça a été un très, très beau championnat en plus. C'était un championnat avec différents rebondissements. Et c'est vrai que c'était un championnat pour hommes forts, disons. L'exigence du parcours, plus les coureurs qui étaient en forme, vraiment, ça a donné un super championnat. Merckx, c'était quelqu'un... Bon, il était belge. Bon, nous, en France, on était plus Poulidor, Martinez, mais Merckx faisait quand même partie de la tête d'affiche. Quand il gagne en 1974, c'est son 3e championnat du monde. Eddy Merckx, dans sa vie, a remporté 2 courses sur 3 à laquelle il s'inscrit. Alors, c'est énorme. Aujourd'hui, on est dans un autre espace de compétition où on dit que Pogačar serait peut-être même supérieur à Eddy Merckx. Il y a plusieurs personnes qui croit ça. Même Eddy Merckx laisse penser qu'il a trouvé en cette figure de Pogačar une sorte de successeur. Alors, c'est amusant parce que les championnats du monde pourraient voir Pogačar l'emporter, puisque à Montréal, bien sûr, il a déjà montré son étonnante supériorité, comme dans à peu près toutes les autres courses aussi. 1974, Eddy Merckx qui lâche Poulidor à 100 mètres de l'arrivée en lançant son sprint. C'est le cannibale, quoi. C'est la légende encore vivante du cyclisme. C'est sûr que Pogačar arrive et est vraiment dans les pas d'Eddy Merckx. C'est évident que quelque part dans sa tête, il y a ce Eddy Merckx qui a gagné en 1974 et de devenir aussi grand que lui, peut-être que ça va se faire à Montréal cette année. Tadej Pogačar has won here in Montreal. And for goodness sake, when does the winning stop? We just don't know. Je dirais aux Québécois de venir nombreux applaudir les champions d'aujourd'hui, parce que je pense qu'ils sont vraiment... Les coureurs cyclistes sont des athlètes d'exception et le sport cycliste est un sport très difficile. Et je pense qu'ils méritent qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne les applaudir. I think it's going to be really great place for World Championships, great atmosphere. Le maire Drapeau m'avait dit, Serge, fais attention, dans les décennies qui vont venir, le Québec va changer. Tu vas voir tous les gens qui vont venir d'ailleurs. Il faut d'autres choses que le hockey, tel quel. Il faut avoir une vision sur le sport du monde pour satisfaire nos Québécois venus d'ailleurs. C'est sûr, quand je regarde l'impact de Serge, mon père, au niveau du cyclisme, je dirais pas, ça serait prétentieux que c'est grâce à lui qu'on ait des courses professionnelles, mais je crois que son rôle était très, très, très important. Le mot qui est resté même des décennies après avec notre organisation, on est très en anglais, excusez-moi, on dirait « riders oriented ». Les coureurs, on en prend soin, et ça, ils le voient bien. Donc, dans une époque où il y a des courses World Tour en Asie, un peu partout, nous sommes les seules courses, le seul rendez-vous World Tour en Amérique. Je peux vous dire que la plupart des gens sont très, très heureux de venir faire un saut en Amérique, au Canada, au Québec, à Montréal, à Québec, justement à cause de ça. Mais ça, c'est l'héritage de Serge, qui a mis dès le départ cette qualité d'organisation-là, cette complicité également avec les coureurs. Puis, c'est vraiment l'héritage que Serge a laissé.
Il faut être exposé, je pense. Peu importe c'est quoi dans la vie notre passion, le jour qu'on est exposé, on la découvre, puis on pense là, vraiment, OK, c'est ça ce que je veux faire. C'est tout un écosystème, finalement, qui part d'un événement d'élite, mais qui amène la pratique à tous les niveaux après. Il faut dire que pour Montréal, ça a quelque chose d'exceptionnel déjà d'avoir les championnats du monde une deuxième fois en un demi-siècle, mais c'est surtout qu'on est dans un deuxième âge d'or du cyclisme. Il faut qu'il y ait un élan qui se crée, il faut qu'il y ait des choses qui se passent après les championnats du monde et qui seront la conséquence de ce qu'on a réussi à faire. Évidemment, la première chose, ce serait le rêve d'ajouter 2 courses World Tour féminines aux 2 courses World Tour du Grand Prix cycliste de Québec et de Montréal. Jeudi, Québec Femmes. Vendredi, Québec Hommes. Samedi, Femmes Montréal. Dimanche, Hommes Montréal. Tac, on a 4. Bonjour la visite. Avoir une épreuve du World Tour à Montréal, c'est la prochaine étape, là. Je pense que ça fait une couple d'années que les cyclistes mettent de la pression sur les organisateurs du Grand Prix des hommes pour inclure une course chez les femmes. Je pense que c'est ça qu'il va falloir, mettre de la pression, un petit peu plus de pression, plus de pression. J'espère que les championnats du monde à Montréal, ils vont voir que, oui, il y a du monde qui veulent voir les femmes courser à Montréal. Ce qu'on vit comme sportif, comme réussite sportive, en général, c'est un peu un phénomène d'étoile. C'est-à-dire que la lumière nous arrive plus tard. Hein? Il y a quelque chose d'un peu plus distant. Ben, c'est la même chose. Quand on a vu, quand on est petit, voir Steve Bauer courir, ben, on a le goût de s'inscrire dans un club, on a le goût de faire du sport, on a l'envie de se dépasser. Et puis, ben, c'est 10 ans, parfois un peu plus, qu'après coup, ben, on se retrouve à notre tour sur des podiums ou sur des lignes de départ d'événements qui sont de cet ordre-là. Donc, c'est la même chose pour un Antoine Duchesne qui a vu petit le cyclisme au Québec, le cyclisme au Canada avec diverses figures briller, puis qui, à son tour, a été inspiré par ça. Donc, il n'est pas dit que dans une dizaine d'années encore, on ait une nouvelle vague. Et la meilleure façon d'assurer les successions des générations là-dessus, c'est de ne pas arrêter. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait les moyens de maintenir les rêves, parce que rester fidèle à ses rêves, au fond, c'est tout ce qui compte dans le sport, d'une façon générale. Donc, pour le cyclisme, c'est d'autant plus vrai. La machine à rêve pour le vélo en Amérique du Nord reste une machine relativement petite et fragile. Il faut l'entretenir.